Merci de nous recevoir chez vous, mesdames, messieurs. Bonsoir. Bienvenue à votre émission à questions d'actualité et nous parlons de sécurité ce soir, précisément du rôle des comités consultatifs dans la gouvernance inclusive de la sécurité, comité qui vise à promouvoir la gestion concertée des questions sécuritaires en mettant les citoyens au cœur du dispositif et garantir la sécurité humaine. Ces comités sont composés de représentants de l'État, des autorités régionales et locales, des communautés et des autorités traditionnelles. Le Centre pour la gouvernance du secteur de la sécurité, Genève-DECAF, se consacre donc à l'amélioration de la sécurité des États et de leur population dans un cadre de gouvernance de leur secteur de sécurité grâce à des réformes inclusives et du secteur de la sécurité. Donc, le DECAF a donc initié ce débat en collaboration avec l'ORTEM pour faire un gros plan sur les comités. Et c'est dans le cadre du projet de gouvernance du secteur de la sécurité 2021-2024 avec le soutien du Royaume des Pays-Bas et de la République fédérale d'Allemagne. Nos invités sont Koumba Ba, elle est communicatrice, présidente du réseau des médias pour la gouvernance du secteur de la sécurité, réseau média RSS. Bonsoir Koumba. Bonsoir Syrah, plaisir d'être avec vous. Merci, le plaisir est partagé. Colonel-major Philippe Sangaré, il est chef de la cellule défense et sécurité et relations internationales du commissariat à la réforme du secteur de la sécurité. Bonsoir, mon colonel-major. Bonsoir, Madame Batili. Merci. Bienvenue sur ce plateau. Merci. De Mangoro Okonaté, il est conseiller aux affaires administratives et juridiques du gouverneur du district de Bamako. Bonsoir, Monsieur Konaté. Bonsoir, Madame. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Le DECAF contribue donc à la paix et soutient le développement des capacités des acteurs étatiques pour l'amélioration de la gouvernance. Il fournit des conseils juridiques, stratégiques et politiques. La mise en place des comités consultatifs a été effective en 2021. Ces comités sont constitués de différents acteurs de l'État, nous l'avons dit tout à l'heure. Alors, mon colonel-major, vous allez ouvrir ce débat. Qu'est-ce qu'on peut retenir des comités consultatifs qui ne ressortent pas forcément dans l'introduction? Tout d'abord, je voudrais dire merci à l'ORTM pour nous avoir donné l'opportunité de venir nous exprimer par rapport à la RSS. Et aussi un grand merci à DICAF aussi pour cette initiative. Alors, par rapport à la réforme du secteur de la sécurité, le comité consultatif, au regard de ce que vous venez de lire, je crois que leur mission suffit largement pour effectivement comprendre leur rôle dans le dispositif sécuritaire. Parce que ces comités, comme je le dis, sont chargés d'évaluer la situation sécuritaire de leur ressort. Ces comités aussi émettent des avis et recommandations à l'endroit de l'exécutif local et aussi à l'endroit des acteurs de la sécurité. Enfin, ce comité contribue à l'échange d'informations, à la sensibilisation et à une meilleure prise en compte des préoccupations des populations. Ça voudrait dire au finish que ces comités sont d'une grande utilité pour le secteur de la sécurité. Exactement, madame. Ces comités sont d'une grande utilité pour le secteur de la sécurité. Et je précise que c'est en réalité le niveau tactique même par rapport à la chaîne institutionnelle de la réforme du secteur de la sécurité. D'accord. Alors, Koumba, vous représentez ici la société civile. Vous êtes la voix féminine sur ce plateau. Quel rôle vous jouez en tant que société civile dans ces comités qui ont été mis en place? Merci beaucoup, Syrah. Je vais peut-être commencer là où le colonel-major s'est arrêté, en disant qu'il s'agit d'une chaîne et le dispositif au niveau tactique revient aux communautés locales. Donc on peut dire que c'est le dernier maillon de cette chaîne-là, parce que c'est vraiment avec les nouvelles menaces et avec l'avancée du monde, on a vu que la sécurité ne peut plus être du simple ressort des forces de défense. D'où maintenant le terme de la bonne gouvernance, de l'inclusivité et surtout de la coproduction. On le dit chez nous, on ne peut pas tresser ta tête en ton absence. On ne peut pas aussi te sécuriser si tu n'y contribues pas. Donc on sait aujourd'hui que la sécurité, pour qu'elle soit
bien gérée, pour qu'elle soit adéquate, pour qu'elle soit performante, il faut obligatoirement une complicité entre les populations et les forces de défense et de sécurité. Et cela n'est pas seulement au niveau physique, parce qu'on parle de la sécurité dans toute sa dimension, c'est-à-dire la sécurité humaine au-delà du physique, la sécurité alimentaire, la sécurité financière et même maintenant à l'ère du numérique, la sécurité sur Internet, la cybersécurité. Ça, c'est très important parce qu'on sait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de criminalité sur l'Internet. Et tout cela, si les citoyennes et les citoyens ne sont pas mis au centre, on sait que ça sera quand même un manque à gagner. Ça ne peut pas être performant, ça ne peut pas donner les résultats escomptés. D'où l'idée, je pense que ça a commencé avec le processus de l'accord pour la paix issu du processus d'Alger, avec la signature de l'accord au 15 mai 2015. On a vu que c'était une demande de l'accord qu'il fallait qu'on mette au niveau local ou des différents niveaux, des comités issus de la population elle-même qui va travailler en complicité avec l'exécutif, qui va travailler en complicité avec les militaires, les forces de défense et de sécurité, parce que nous sommes en général ceux qui voient et celles qui voient en premier les menaces, celles qui constatent les changements au niveau local pour pouvoir remonter. Et si il n'y a pas aussi l'accent n'est pas mis sur les populations, ou la confiance n'est pas mise sur les populations pour leur participation, il va y avoir ce fossé-là entre les populations et le militaire ou les forces de défense. Quand on met, par exemple, les citoyens au cœur du processus, qu'espèrent les autorités à travers cela, à votre avis? Qu'est-ce que vous pouvez apporter à ces comités consultatifs en matière de sécurité? La première chose, si on a bien suivi le colonel-major, il a parlé de 3 missions clés. La toute première, c'est d'abord l'état des lieux. Quand les FDS sont devant nous, on peut dire, ici, voici ce que nous vivons dans notre chair, dans notre os, voici les menaces auxquelles nous faisons face, voici les craintes que nous avons. Donc, l'évaluation même de l'environnement et communiquer cela au FDS avec des recommandations. Donc, nous pouvons aussi proposer des solutions parce que nous sommes actrices et en même temps, on est aussi participantes en voix. Donc, on peut dire, nos menaces là en général, c'est la journée. Donc, on a besoin, peut-être pas de ça, mais si c'est la nuit, on va dire, on a besoin par exemple qu'on mette des lampadaires où nos menaces sont plutôt dirigées vers les enfants. On a beaucoup d'enfants qui sont volés, qui sont enlevés. Donc, c'est les communautés qui peuvent vous dire quelles sont les vraies menaces et quelles sont les souffrances et les menaces au niveau de leur sécurité humaine, pas seulement physique. Et au-delà de ça, il a aussi parlé de l'information, des échanges. Donc c'est bien que la société civile soit au cœur du processus. Ce n'est pas bien, c'est indéniable, c'est indispensable. D'accord. Si on veut que la sécurité soit réussie, qu'elle soit vraiment maintenue, on ne peut pas le faire sans l'inclusion des populations, et spécifiquement des femmes aussi. D'accord. Monsieur Konaté, les activités ont été lancées au niveau du district de Bamako, au niveau des communes. Les comités consultatifs seront constitués. Mais en attendant, on voulait avoir votre avis sur la nécessité, l'utilité de ces comités consultatifs pour le secteur de la sécurité. Merci beaucoup, madame. Nous avons démarré effectivement les activités d'abord au niveau du comité consultatif régional de sécurité en 2022. Et suite au lancement de nos activités, conformément au cadre institutionnel, nous avons instruit aux différents maires des 6 communes du district de Bamako de procéder à la mise en place des comités communaux de sécurité au niveau communal. Alors, au niveau du comité régional, ça regroupe, comme vous l'avez dit, le comité est présidé par le gouverneur du district de Bamako et qui regroupe l'ensemble des services de sécurité au niveau du district, les services techniques et régionaux, la société civile. Si je dis la société civile, y compris, il s'agit des femmes, le regroupement des femmes, les jeunes et tous les acteurs concernés. Au niveau des comités communaux de sécurité aussi, et
ils ont regroupé, les différents comités ont été déjà mis en place par les arrêtés des différents maires du district de Bamako et qui regroupent aussi les maires, la société civile, les services les services de sécurité au niveau communal et l'ensemble des acteurs concernés par le problème de sécurité au niveau communal. Donc le lancement a eu lieu le 7. Nous comptons que ces comités seront bientôt opérationnels. Vous avez déjà anticipé sur ce que j'allais vous poser comme question, puisque vous avez déjà répondu à cela par rapport à la création, à la mise en place de ces comités consultatifs au niveau du district de Bamako. Maintenant, dites-nous, en tant que gouvernorat, connaissant bien la ville de Bamako, quelle peut être l'utilité d'un tel processus dans le secteur de la sécurité, à votre avis? L'utilité de ces comités est inestimable. Il s'agit des différentes missions qui sont confiées à ces comités, en ce qui concerne l'évaluation de la sécurité au niveau communal. Ensuite, il y a des propositions qui sont faites au niveau de ces comités et les échanges d'informations. Et tout ça est remonté au niveau du gouverneur du district que nous transmettons, nous faisons un rapport global et nous transmettons au niveau du commissariat à la réforme du secteur de la sécurité. En réalité, nous pensons que ces comités contribueront davantage à maintenir la sécurité au niveau du district de Bamako, comme ça a été dit. Et non pas seulement la sécurité humaine, physique, mais la sécurité humaine en général. Et si vous avez constaté déjà, madame, je crois qu'aujourd'hui déjà, avec le fonctionnement de ces comités, nous avons, au niveau du district de Bamako, constaté une nette amélioration de la situation sécuritaire au niveau du district de Bamako. D'accord. À vous entendre, on a quand même compris qu'il y a eu une collaboration avant, entre différents services, avant même la mise en place de ces comités consultatifs. Cette collaboration a concerné quel service avec le gouvernorat du district de Bamako? Cette collaboration a concerné d'abord l'ensemble des services du district de Bamako, à commencer par les services de sécurité. D'accord. Nous avons commencé à faire fonctionner le comité régional, le comité consultatif régional du district. Et là déjà, c'était avant la mise en place des différents comités que nous venons de lancer le 7. Et ça, on avait déjà transmis nos différents rapports au commissariat à la réforme du secteur de la sécurité. Donc, des propositions pertinentes avaient été faites à ce niveau. Et je crois que cela a beaucoup contribué à l'amélioration du secteur de la sécurité. Ces propositions proviennent de l'État, de la société civile? L'ensemble des acteurs réunis, comme je l'ai dit, l'État, la société civile. D'accord. Alors, mon colonel-major, il s'agit d'une gestion concertée de la sécurité. Oui. Quel peut être l'intérêt de cette gestion concertée, à votre avis? Alors, l'intérêt de cette gestion concertée, c'est effectivement l'aboutissement, n'est-ce pas, à la sécurité humaine. Parce que la réforme du secteur de la sécurité, c'est juste la sécurité humaine. D'accord. Et qui parle de sécurité humaine va au-delà effectivement de la notion classique de sécurité. Ce n'est pas seulement les forces de sécurité qui peuvent concourir au bien-être de l'homme. Donc, il s'agit de l'homme dans toutes ses dimensions. D'accord. Et qu'est-ce qu'on peut retenir de façon générale, sans entrer dans tous les détails de ces réformes dont il est question au niveau de la sécurité? Bon, ce qu'on peut retenir, en fait, le cadre institutionnel même de la RSS en République du Mali est agencé de telle manière que les comités consultatifs, qui sont le dernier maillon de la chaîne, se réunissent une fois par mois et à l'issue de leur rencontre, ils transmettent les déshydratats des populations au commissariat à la réforme du secteur de la sécurité. Alors, c'est l'ensemble de ces rapports que nous recevons et que nous analysons, après analyse, que nous soumettons à l'appréciation de M. le Premier ministre. C'est à ce niveau que des dispositions sont prises
pour effectivement satisfaire les citoyens lambda par rapport à ses besoins. D'accord. Alors, Koumba, cette question de gestion concertée, est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce que vous faites concrètement au sein de ces comités-là? Ok. Donc, la première chose qu'on peut dire que nous faisons en tant que membres de la société civile, c'est déjà de dénoncer certains risques, alerter, surtout au niveau des femmes. Donc, quand des menaces sont là dans nos familles, même par rapport à l'utilisation des stupéfiants. Donc, est-ce que ça a commencé, ça n'a pas commencé? Le chicha est interdit, mais beaucoup de mamans ont dénoncé que les enfants cachent le chicha. Donc, ne serait-ce que ça. Parce que des fois, on est face à des risques qui peuvent nous dépasser au niveau de nos familles. Mais si on est en conclave, ensemble, on peut avoir, même si on ne cible pas directement une famille, mais on peut en parler. Donc, l'alerte précoce, je pense que ceci est très important. Que la population participe à la prise de décision. Sinon, on va penser que c'est de la dictature, ça vient sur nous, parachuté comme ça, parachuté, sans qu'on ne participe. Donc, au lieu que ça soit productif, ça sera contre-productif, ce qui est à éviter. Autre chose aussi qu'on peut faire, on peut vraiment aider à l'apaisement de certaines, parce qu'on sait qu'avec certaines communautés, pour ne pas citer nommément, il y a quelques tensions entre les forces de défense et de sécurité. Vous avez vu quand des médias ont parlé du problème des peuls au Mali, il a fallu que Tabital Poulako sorte pour dire on n'a pas de problème de peuls. Donc c'est la société civile qui peut prendre de telles positions et rapprocher, parce que s'il n'y a pas la complicité entre les FDS et les populations, on ne peut pas avoir de sécurité. Donc il y a aussi la participation même. Peut-être on n'est pas arrivé à ça encore en termes de sécurité physique où les gens sont enrôlés, par exemple au Burkina. On voit qu'il y a eu des enrôlements massifs de la population pour aller même au front. Mais par rapport à la sécurité humaine, quand il y a les greniers sont vides, où l'hivernage n'a pas beaucoup réussi, donc si la population paysanne agricole ne participe pas, ou quand par exemple le coton n'a pas bien donné, donc la sécurité financière, parce que tout est lié en fait. Donc d'où encore l'importance de mettre les populations au cœur du dispositif. Quand on parle de cette question de réforme, ça touche tous les secteurs, à ce que je comprenne. Ça touche tous les secteurs et comme tous les secteurs émanent de la famille, du niveau local, il faut vraiment mettre l'accent. Mais moi, je vais quand même aussi faire quelques propositions. Le processus de la mise en place de ces comités-là semble être un peu rigide et très formalisé. Donc, tout semble être basé sur les décrets. Or, les décrets, il y a eu beaucoup de manquements. Donc, il faudrait qu'on puisse vraiment pallier à cela pour qu'on puisse être inclus dans les comités. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas les médias. Moi, je suis là, mais les médias ne sont pas officiellement dans les comités locaux. Donc, ça, c'est un manque à gagner. Et aussi, il faudrait que nous aussi, en tant que société civile, qu'on enlève les questions d'argent. Parce que beaucoup aussi ne veulent pas participer sans per diem. Donc, c'est quelque chose qui nous concerne. C'est un travail qu'on fait pour nous-mêmes. On n'a pas à être payé pour cela. Donc, ceci fait aussi que l'État dit, j'ai pas les moyens pour payer tous ces per diem. Donc, je ne peux pas ouvrir à toutes les couches qui devaient y être. Donc, on a certains défis aussi qu'on doit pouvoir relever si nous voulons vraiment aller de l'avant. D'accord. Dans le district de Bamako, monsieur le représentant du gouverneur, qu'est-ce qui va être fait concrètement? Qu'est-ce qui a été planifié? Ok, merci madame. Je voudrais donner un apaisement à Vous voulez réagir? D'accord, allez-y. Que la mise en place de ces comités n'a exclu personne. Parce que nous avons déjà, même dans le décret, si je me trompe, le colonel-major va me rectifier, il est dit que ces comités peuvent faire appel à toute personne en raison de ses compétences. Donc, ça veut dire que cet article déjà inclut tout le monde. Si nous savons qu'un tel et un tel ont des compétences pour nous aider dans le travail ou bien dans le fonctionnement de nos comités, nous n'hésiterons pas à faire appel à ces compétences-là. Et tout le monde est vraiment inclus là-dedans. Les médias sont prévus?
Donc, les médias sont pleins. Personne n'est exclu, madame. Parce que ça concerne tout le monde. On dit que c'est la sécurité humaine et ça concerne tout le monde. Et qu'est-ce que ces comités vont faire concrètement? C'est qu'ils vont d'abord évaluer tout le temps la situation sécuritaire, chaque mois. Ils vont faire des propositions. Ils vont aussi faire des échanges d'informations. Ils vont procéder aussi à la sensibilisation des populations. Et tout ça contenu dans un rapport qui sera transmis au commissariat à la réforme du secteur de la sécurité par l'entremise du gouvernement du district. D'accord. Alors, mon colonel-major, il y a déjà des comités consultatifs qui ont été mis en place au niveau de certaines régions, si je ne me trompe. Tout à fait. Comment ces comités fonctionnent et avec quel effet? Par rapport au comité consultatif du niveau régional, les activités ont été lancées dans 16 régions, plus le district de Bamako. Alors, excepté les régions de Kidal, de Menaka, de Douenza et de Bandiagara, le niveau régional fonctionne dans toutes les autres régions. Et par rapport au niveau communal, nous sommes à une phase expérimentale dans 38 communes. On était à 32 communes, mais hier, avec le lancement des activités dans les 6 communes du district de Bamako, ça nous amène à 38 communes. Par rapport à la composition même de ces comités, le cadre, l'organisation et la modalité de fonctionnement fixées par le décret 0041 PMRM en date du 29 janvier 2019, alors personne n'est exclu. Et le dernier alinéa de ce décret, comme il l'a dit, précise que le comité consultatif peut faire appel à toute personne ressource, n'est-ce pas, qu'il juge être vraiment important pour effectivement la bonne marche du comité. D'accord, peut-être qu'il faut plus de communication à ce niveau. Les gens ne sont pas au même niveau d'information. Moi qui suis média ou moi qui... Bon, moi pas média, moi qui suis par exemple ménagère, je suis dans mon foyer, je n'ai pas toutes les informations par rapport à cela. Est-ce que vous avez un procédé pour approcher tous ces citoyens-là, leur expliquer l'intérêt de la chose pour qu'ils adhèrent? Vous passez par quel canal? Nous passons d'abord par... si je prends le cas des comités consultatifs au niveau régional, nous avons eu, après le lancement, à passer dans toutes ces régions. Donc d'abord, on est venu pour le lancer. Moi particulièrement, j'ai fait assez de lancements parce que pendant 1 an, j'ai été commissaire par intérim. Donc durant ce temps, j'ai lancé dans 11 régions. Alors, après le lancement, avec nos partenaires, nous organisons aussi des séances de formation. Parce qu'une fois que les gens sont désignés au sein d'un tel comité, surtout que c'est de tous bords, parce qu'il s'agit de la sécurité humaine. La RSS étant holistique, il s'agit de la sécurité humaine. Donc certains sont surpris de voir qu'ils sont enseignants, ils sont médecins, qu'est-ce qu'ils ont à voir avec les problèmes sécuritaires. Maintenant, c'est à travers ces formations que les uns et les autres prennent conscience de leur rôle par rapport, n'est-ce pas, au dispositif. Et ils se rendent compte qu'effectivement, quand vous parlez de sécurité humaine, c'est vraiment un tout. Et chacun a sa place. Donc, nous menons effectivement des séances de formation. Après les séances de formation, nous menons aussi des campagnes de dissémination de la RSS au niveau du citoyen lambda. Et ça, nous nous faisons aider toujours par nos partenaires, notamment le PNUD, la MINUSMA et DICAF. Donc vous partez à la rencontre des populations, jusque dans leur localité. Nous partons à la rencontre des populations à travers effectivement des séances de sensibilisation que nous menons. D'accord. Qu'est-ce que vous faites concrètement avec DICAF, par exemple, qui appuie cette initiative? Ce que nous faisons particulièrement avec DICAF, c'est surtout la formation. Parce qu'en fait, avec chaque partenaire, nous ciblons effectivement des domaines bien précis. Et quand on a lancé les activités du commissariat en mai 2017, effectivement, le personnel du commissariat aussi avait besoin d'une certaine formation
Donc, beaucoup de séances de formation ont été organisées et le financement de beaucoup de ces formations, c'est venu de l'ICAF. D'accord. Alors, Koumba, quels sont les progrès qu'on peut noter au niveau des RSS déjà? Bon, le premier progrès, même que c'est notre présence sur ce plateau, parce que la RSS, la réforme du secteur de la sécurité ou la gouvernance du secteur de la sécurité, c'était plutôt un mot qui était vu très technique. Donc, le fait même maintenant qu'on commence à en parler, et comprendre que la sécurité doit être démocratisée, coproduite, donc je pense que ça, c'est une avancée. Une autre avancée, c'est que maintenant, on inclut les médias et nous remercions aussi le DECAF parce que même pour la mise en place du réseau médias RSS en 2019, c'est le DECAF, donc le Centre de sécurité pour la réforme de sécurité de Genève, DECAF, c'est le DECAF qui nous a vraiment impulsé pour qu'on puisse s'organiser en tant que professionnels des médias pour la mise en place de ce réseau et aussi nous a beaucoup outillés pour qu'on puisse bien comprendre les différentes dimensions de la production de la sécurité, pour qu'on puisse bien comprendre le rôle aussi des femmes dans l'inclusivité qui est très, très nécessaire pour que la sécurité soit bien faite. Mais ce que je vais peut-être dire pour compléter le colonel-major, c'est que pour les défendre cette fois-ci, mais pas pour les charger, pour les défendre, je sais qu'au niveau des comités locaux, même si encore les médias ne font pas partie officiellement, donc j'insiste sur ça, officiellement on n'est pas parti, on ne nous a pas encore fait appel. C'est vrai que le décret est ouvert, mais on ne nous a pas encore fait appel. Donc ça c'est quelque chose qu'on voudrait souligner. Et aussi dans le décret, vous pouvez voir les listes, donc tout le monde est masculin sauf une représentante des associations féminines. Le genre n'est pas pris en compte? Non, le genre n'est pas pris en compte. Aujourd'hui, le genre n'est pas pris en compte par rapport à la loi de la République et à la loi 052 où un minimum de 30% devait être respecté, soit pour les hommes, soit pour les femmes. Aujourd'hui, dans tous les comités, je ne pense pas que la présence des femmes atteigne même 15%, même pas la moitié. Alors, on va faire réagir mon colonel-major à ce donc, point. Mais pour maintenant les défendre, ce que j'ai beaucoup aimé quand même, c'est la présence du RECOTRAD. Donc, nos communicateurs traditionnels sont vraiment partie prenante dans ces comités-là. Ce qui est très bien. Ouais, ils sont présents. Oui. Donc, ce qui est très bien déjà. Donc, ça montre parce que si nous devons continuer à faire les débats comme ça en français, si nous devons continuer à tout mettre par écrit, vu notre démographie, où nous n'avons pas un taux d'alphabétisation qui dépasse 30%, surtout au niveau des femmes, donc on ne peut pas arriver à un succès, à une réussite, sans la prise en compte des médias et des communicateurs traditionnels. Donc ceci quand même est à saluer. D'accord. Mon colonel-major, est-ce que vous songez à intégrer les femmes dans le futur? Bon, moi je crois que les femmes sont déjà prises en compte. Par rapport à la réforme du secteur de la sécurité. Et je l'ai dit en connaissance de cause. J'ai dit que j'ai mis en place 11 comités au niveau régional. Et aussi, j'ai pris part à beaucoup de séances de formation au niveau des différentes régions. Est-ce qu'on vaut 30%, mon colonel? Non, je veux dire que lors de ces séances-là, je me réjouis particulièrement de la participation des femmes. Et aussi, je me réjouis de leurs préoccupations. Le plus souvent, les femmes posent des problèmes par rapport à l'école, liés à la délinquance des enfants. Donc, je vois qu'effectivement, elles sont dans leur rôle. Donc, maintenant, dans les structures, le commissariat, par exemple, est organisé de telle façon qu'il y a la partie étatique, il y a la CMA et la plateforme. Alors, maintenant, concernant la partie étatique, il s'agit des représentants des 18 départements ministériels. Donc, le choix est libre. Le département en question peut désigner soit un homme, soit une femme. Là, nous, on n'a pas de restrictions à ce niveau. On a vu à un certain moment qu'il y avait assez de femmes, mais ces temps-ci, effectivement, ça s'est fait un peu rare. Mais cependant, quant au mouvement, je disais tantôt à elle-même que quand j'étais intérimaire, à 3 reprises, j'ai répondu à une correspondance pour pouvoir maintenir, n'est-ce pas, un personnel féminin d'un des mouvements au sein du commissariat, parce qu'elle était la seule. Donc, voyez-vous, donc ça, c'était juste pour tenir compte du genre. C'est rassurant, ça voudrait dire que les portes restent ouvertes pour les femmes à tout moment. Tout à fait. Alors, monsieur le conseiller
aux affaires administratives du gouverneur. On a dit que le système favorisera un espace d'échange, d'écoute ou d'analyse dans les services de sécurité. Est-ce que c'est déjà le cas au niveau des communes de Bamako? Non, parce que les comités consultatifs communaux viennent d'être lancés. Mais déjà, vous aviez planifié quelque chose. Vous étiez déjà dans la collaboration, vous étiez déjà dans la collecte d'avis. Je suppose que cet espace d'échange et d'écoute est déjà mis en marche. Oui, nous avons commencé nos activités en 2022. Nous avons tenu des réunions, les réunions du comité, et les comptes rendus, les rapports de ces réunions ont été transmis au commissariat à la réforme du secteur de la sécurité. Donc, c'est suite à cela, nous avons instruit aussi à ce qu'on opérationnalise le comité communaux au niveau du district de Bamako. Et c'est ce lancement qui a été fait le 7 décembre 2023. Et ils vont se mettre aussi au travail pour contribuer à l'amélioration du secteur de la sécurité. Madame, je voulais vous revenir un peu en arrière pour vous dire qu'en réalité, personne n'est exclu. Vous savez, ce dont Madame parle, la loi 052, souvent les gens ont une mauvaise interprétation de cette loi. Il y a des acteurs qui ont été cités. Si je prends par exemple au niveau du district de Bamako, on a dit les maires des 6 communes, tous les directeurs des services régionaux. Au niveau du district de Bamako, nous avons plus de femmes directrices régionales que d'hommes directeurs régionaux. Donc c'est déjà, la parité est déjà là. Nous voulons des représentations de qualité. Ce n'est pas la quantité en fait. Il dit que les femmes étaient nombreuses dans la salle, peut-être, mais combien de femmes ont eu droit au chapitre ou à la décision? Vous voulez parler de femmes en tant que membres du comité? Oui. C'est ce qui est, le nombre est insuffisant par rapport au nombre d'hommes. Bien sûr. Et vous souhaitez que ça soit amélioré. Bien sûr. C'est ce que vous qualifiez de qualité. Oui. Voilà, exactement. Okay. C'est pas qu'on vient, on nous invite, on vient en réunion, on participe, on part à la maison, mais officiellement ceux qui siègent pour décider au sein du comité. Et puis faire le compte rendu pour remonter au commissariat, il y a très peu de femmes par rapport aux hommes. Mon colonel-major, je disais tout à l'heure aux conseillers que la mise en place de ce comité va favoriser le dialogue, va favoriser les échanges en termes d'idées, en termes d'initiatives pour mettre certains projets en place. Est-ce que déjà vous avez vu que cela a abouti à quelque chose depuis 2021? Oui, nous avons vu qu'effectivement, à travers ce comité, il y a le raffermissement des relations de confiance, par exemple, entre les FDS et la population. Ceci est très important. Les forces de défense et de sécurité sont là pour la population. À travers ce comité, effectivement, les uns et les autres se rendent compte de cela. Et les uns et les autres perçoivent réellement le rôle des forces de défense et de sécurité. Et de façon complémentaire aussi, les forces de défense et de sécurité aussi se rendent compte que la sécurité aujourd'hui, c'est vraiment une notion globale. On ne peut pas rester en marge, n'est-ce pas, des autres secteurs pour dire qu'on mène une sécurité. Ça déjà, c'est vraiment l'impact le plus important pour le mois pour moi. D'accord. Alors quand on dit par exemple une gouvernance et à la réforme du secteur de la sécurité à travers des comités consultatifs, ça s'opère comment concrètement? Le comité consultatif de sécurité constitue, il y a la chaîne institutionnelle de la RSS en République du Mali qui est fixée par le décret 401 de juin 2016. Ce décret fixe le cadre institutionnel de la réforme du secteur de la sécurité. Dans un premier temps, le premier niveau, qui est le niveau politique, comprend l'ensemble des membres du gouvernement et sous la direction de M. le Premier ministre. Et en plus de l'ensemble des membres du gouvernement, il y a certains directeurs, comme le directeur de la police nationale, le directeur de l'administration pénitentiaire et de l'éducation surveillée, le chef d'état-major général des armées, aussi le ministre conseiller à la sécurité du président de la République. Ensuite, on a un représentant de la commission défense, sécurité et protection civile de l'Assemblée nationale, un représentant du Haut Conseil des collectivités.
Alors, en plus, on avait 10 membres de la CMA et 10 membres de la plateforme. Ça, c'est juste l'instance politique. D'accord. Après l'instance politique, nous avons le commissariat à la réforme du secteur de la sécurité, qui est l'organe opérationnel de cette instance politique-là. Le commissariat aussi est structuré en 3 grandes cellules. Et de façon consensuelle, dans chacune des cellules, on a 6 membres de la partie gouvernementale, 3 membres de la CMA, 3 membres de la plateforme et 3 membres des différents niveaux de collectivités. Ensuite, après le commissariat, on a maintenant le dernier maillon de la chaîne, le comité consultatif de sécurité au niveau régional et au niveau communal. Le niveau régional est dirigé par le gouverneur de la région et le niveau communal par le maire. Alors, quand on voit une telle structuration, on s'est dit que chacun doit jouer son rôle. C'est chacun en jouant son rôle que, effectivement, la RSS va être boostée en République du Mali. Comment vous siégez avec les ministres, les directeurs? Ce sont des réunions parallèles qui se passent ou bien vous vous regroupez comment? On veut savoir comment ça se passe. Les textes prévoient que le niveau politique, l'instance politique, se réunit 2 fois par an. Mais ce niveau politique peut se réunir aussi, tant qu'il y a des besoins, sur convocation de monsieur le Premier ministre. De façon extraordinaire. Oui, de façon extraordinaire. D'accord. Alors, nous, au niveau du commissariat, nous assurons le secrétariat de ce niveau politique. Et nous sommes chargés de la mise en œuvre des décisions émanant de ce niveau politique. Et aussi, nous, au niveau du commissariat, on a un autre rôle qui est de faire remonter les préoccupations des populations à travers les rapports que le comité consultatif nous envoie mensuellement. Soit nous faisons l'analyse de ces rapports et que nous soumettons à monsieur le Premier ministre pour disposition à prendre. Donc, le comité recense les besoins des populations à la base, oui, fait parvenir ça à l'organe décisif, si je comprends très bien. Tout à fait. Et tout appartient à cet organe décisif, en tenant compte, bien sûr, des préoccupations du peuple. Oui. Par rapport à la création de certains projets? Bon, comme c'est le gouvernement, c'est monsieur le Premier ministre qui, effectivement, par exemple, si on est confronté, je donne un exemple. Au niveau du comité consultatif de la région de Kita, ce mois-ci, ils ont fait remarquer qu'effectivement, leur préoccupation majeure, c'est 2. Une première par rapport au manque d'effectifs au niveau des forces de sécurité. Et un second problème, comment sécuriser les récoltes. Donc, Kita va, dans son rapport mensuel, signaler ces 2 faits majeurs. Les 2 faits majeurs. Et nous aussi, à notre niveau, nous analysons. Effectivement, on va dire qu'à Kita aujourd'hui, la pertinence, effectivement, ce sont ces 2 points-là. Donc, pour disposition à prendre, nous faisons des propositions que nous envoyons à monsieur le Premier ministre. Alors, voyez-vous que ça va être très rapide. Et monsieur le Premier ministre, en voyant cela, va peut-être se dire que, bon, effectivement, comme la préoccupation majeure, c'est 2 départements ministériels, notamment le ministère de la Sécurité et le ministère de l'Agriculture. Directement, il peut effectivement donner des instructions pour que, effectivement, des dispositions idoines soient prises afin, effectivement, de pallier à ces problèmes. D'accord. Depuis 2021, quelles sont les préoccupations qui sont les plus ressorties au niveau de nos régions qui sont parvenues au comité consultatif, par exemple? Je dois dire que depuis qu'on a procédé au lancement, les problèmes qui viennent le plus souvent sont surtout liés au manque d'effectifs dans les différentes régions par rapport à la sécurité. Ça, c'est vraiment un fait majeur. D'accord. Alors, Koumba, quand on vous pose la question de savoir la préoccupation des femmes au niveau du district de Bamako, déjà que le comité est déjà, le lancement des activités est déjà effectif, si on vous posait la question de savoir vos préoccupations, quelles seraient ces préoccupations que vous allez noter et faire parvenir au comité consultatif?
Bon, la première préoccupation, peut-être, c'est un appel au niveau de nous-mêmes d'abord. Parce que on commence par l'autocritique. Comme je l'ai dit, le décret, le colonel-major vient de le signaler, date de 2019. Et on est en 2023. En 4 ans, nous ne sommes qu'à 38 comités locaux mis en place sur près de 800. Plus que 800. Parce qu'avec le nouveau découpage, nous avons plus de 800 communes. Donc nous avançons à pas de caméléon pendant que les menaces, tous azimuts, sont en train de venir de tous les côtés. Pas seulement sécuritaire, climatique, comme il a si bien souligné aussi. Donc, on a cybercriminalité. Donc, ça, c'est trop. Les stupéfiants, c'est trop. Donc, si vraiment on est unanime que c'est ces comités locaux-là qui constituent la phase tactique ou le dernier maillon du dispositif, il urge que nos plus hautes autorités y accordent la plus grande importance. Nous ne pouvons pas rester à la merci des partenaires. Nous le remercions, on ne crache pas dans la soupe qui te nourrit, mais certes, la sécurité humaine émane et est partie intégrante de notre souveraineté. Donc nous ne pouvons pas attendre que ceci soit financé par les partis extérieurs. Donc j'appelle à la société civile que nous aussi, nous acceptons de travailler, de participer, de vraiment être inclus sans pour autant avoir une contrepartie financière. Parce que je pense que ce qui ralentit la mise en place au-delà des régions qu'il a mentionnées où il y avait beaucoup plus de risques, maintenant, Dieu merci, avec l'avancée de l'armée et l'occupation, à part nos FDS, je suppose que très bientôt, dans les régions manquantes, il y aura les comités au niveau régional pour que le niveau communal puisse suivre. Parce que je pense là, ce qui bloque vraiment, c'est les ressources financières. Donc l'État, nos plus hautes autorités doivent prendre le taureau par les cornes, communiquer ensemble, qu'on puisse décider comment nous pouvons sauter ce blocage-là par rapport aux ressources financières et avancer à grands pas, parce que les menaces avancent à grands pas. C'est vrai que vous avez invité cette société civile à s'impliquer. En quoi on peut être utile à ces comités consultatifs, puisque les projets, les retombées nous reviennent? D'abord, c'est à double voie, parce que la communication, c'est la réflexion. Donc, je vais vers toi, tu viens vers moi. Par exemple, si nous prenons le cas des médias, nous, on est allé directement au gouvernorat pour demander à ceux qu'on nous implique, parce que même par rapport au récépissé que nous avons introduit depuis 2020, il a fallu qu'on ait 3 ans avec des plaidoyers. Je remercie vraiment M. Konaté qui s'est impliqué personnellement pour que l'association puisse avoir un récépissé en juin 2023, malgré qu'on avait déposé le dossier depuis 2020. Donc ça, c'est des choses que nous pouvons faire en tant que société civile, qu'on n'attend pas nécessairement d'être appelé, qu'on aille vers le gouvernorat, qu'on aille vers nos Dougoutigui, parce que tous les chefs de quartier, la coordination des chefs de quartier est impliquée et partie prenante des comités locaux. Donc toute personne qui pense pouvoir être utile, surtout au niveau des femmes et des jeunes, qui voient beaucoup de choses, qui entendent beaucoup de choses, donc qu'elle aille à ces couches-là, qu'elle aille vers les Dougoutigui si elles ne peuvent pas rejoindre directement le gouvernorat. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième, qu'on n'attende pas si on a des propositions d'amélioration. Qu'on puisse aussi comprendre et retenir que les FDS seuls ne peuvent pas. Ça, notre implication, c'est pas parce qu'on n'est pas porteur d'uniforme qu'on n'a pas un avis à donner favorable par rapport à l'amélioration de la sécurité qui te concerne. Donc, je pense que ça aussi, vraiment, je demande à la proactivité. Et quand on nous appelle aussi, surtout les femmes, qu'on puisse pas dire, vraiment, on a un mariage, on a tout ça, qu'on soit vraiment disponible aussi. Parce que beaucoup des hommes, et surtout dans des instances comme ça, on nous reproche que quand on nous appelle, on ne vient jamais aux réunions. Donc, que nous puissions aussi plaider auprès des chefs de famille, de nos maris, de nos époux, des enfants, que vraiment, qu'on doit être impliqué parce qu'on a notre apport, notre touche féminine à apporter. C'est une question de nation. Oui, c'est une question de nation qui nous dépasse tous et toutes. Donc, sans sécurité, rien n'est possible. Oui, tout à fait. Alors, M. Konaté, après le lancement des activités, qu'est-ce qui va suivre maintenant? Nous sommes au démarrage. Les comités vont commencer leurs activités très prochainement.
Le début sera un peu difficile, mais on va commencer. Et les activités, je crois, avec l'accompagnement technique du commissariat à la réforme du secteur de la sécurité et l'appui aussi matériel du DICAF, ça il faut le remercier. Il faut vraiment, nous remercions très sincèrement le DICAF qui a pratiquement accompagné, qui a soutenu toutes les réunions du comité que nous avons eu à faire et qui a même favorisé la formation des acteurs locaux sur la sécurité. Ça, nous devons vraiment leur adresser vraiment notre profonde gratitude. Et la suite, c'est l'opérationnalisation imminente des comités communaux de sécurité. Mon colonel-major, qu'espérez-vous de la part de la société civile par rapport à tout cela? Je crois que la société civile doit effectivement se surpasser et prendre en compte cette idée que la sécurité du pays qui est en jeu. Donc le citoyen lambda doit vraiment s'y impliquer et ne pas rester toujours là à attendre toujours de l'État. Surtout que nous savons pertinemment que l'État fait de son mieux. Et même la dernière session de l'instance politique, M. le Premier ministre a instruit à ce que, n'est-ce pas, des projets, des décrets soient initiés par rapport à la prise en charge des comités consultatifs de sécurité au niveau régional, et aussi bien au niveau régional qu'au niveau communal. Donc l'État fait de son mieux. Et il ne faudra pas aussi perdre de vue que la réforme du secteur de la sécurité est une œuvre de longue haleine. Ce n'est pas tout de suite qu'en 2 ans, 3 ans, que vraiment on va avoir des résultats escomptés. Il faut vraiment du temps. Ouais. Ça, c'est très, très important. Mais cette participation citoyenne peut se manifester par quel acte concret, à votre avis? Cette participation citoyenne, c'est vraiment de prendre part, par exemple, aux activités du comité consultatif, si on est membre. Et même si on n'est pas membre, n'est-ce pas, à travers la sensibilisation, à travers des actes citoyens. Parce que, par exemple, la société civile, elle joue un rôle de veille. Donc, c'est à eux, effectivement, de remarquer l'ensemble de l'évolution et de tout le dispositif pour dire qu'effectivement, faites attention, on est en train d'aller dans un sens qui n'est pas le bon. Ça, c'est leur rôle. L'État ne peut pas effectivement être juge et partie. D'accord. Alors, Koumba, un cadre d'échange visant l'efficacité des pouvoirs publics, en quoi les comités répondent à ce souci? Par quelle activité, à votre avis? Les comités peuvent répondre déjà en faisant la veille, en alertant. Parce qu'en général, nous, on voit des dangers venir bien avant. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'on peut aussi faire, c'est aider à apaiser. S'il y a des communautés ou des individus ou des personnes qui ne se sentent pas en sécurité avec nos FDS, parce que suite à des traumas, la présence de la société civile, de nos communicateurs traditionnels, de nos droutigi, des femmes, des mères, des épouses, dans ces comités-là peuvent aider à apaiser. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est très important parce qu'on ne peut pas assurer les FDS ont beau monter en puissance, qu'ils aient toute la formation ou l'arsenal qu'il faut. Si les populations ne collaborent pas, elles ne pourront jamais nous sécuriser. Donc nous devons avoir le premier et le dernier maillon de volontaristes, même pour vraiment faciliter la tâche aux FDS. Et par rapport aux autres dimensions de la sécurité humaine, parce que ce n'est pas que physique, ce n'est pas que sécuritaire. Même si nous prenons avec l'avancée du désert, avec le réchauffement climatique, le changement climatique, et on a vu le coton qui n'a pas donné l'année dernière, quand l'hivernage ne donne pas ou quand les groupes terroristes attaquent les greniers. Donc, c'est les populations qui peuvent estimer, nous avons à manger seulement pour 2 mois, pour 3 mois, et alerter les autorités compétentes pour qu'elles puissent remonter et que des dispositifs puissent être menés par le commissariat à la sécurité alimentaire. Quand on voit, par exemple, que nos enfants avec les réseaux sociaux, donc il y a des vidéos qui passent qui ne devaient pas passer, la traite humaine,
Donc, c'est nous qui pouvons dire, avec l'immigration irrégulière, donc nos enfants qui sont faits esclaves dans d'autres sociétés, donc c'est les communautés locales qui peuvent dire, ah, il y a 2 mois, 3 mois, ma fille est partie, mon fils est parti, il vient de m'alerter pour dire qu'il est prisonnier, esclave dans telle ou telle communauté. Donc, si 3 personnes, 4 mamans, 5 mamans viennent dénoncer, on va savoir qu'il y a un danger qui est en train de se passer et on peut travailler avec les FDS comme on l'a fait dans le passé pour bloquer même au niveau des différents ports et être vigilant pour que nos jeunes, la jeunesse, la force vitale du pays ne continue à fuir. Donc, il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire, qu'on soit outillé, qu'on ne soit pas outillé. En tout cas, c'est un cri d'alerte que moi je lance d'abord à notre endroit parce qu'il faut faire d'abord l'autocritique pour que nous soyons volontaristes, pour que nous prenions le taureau par les cornes, pour que nous sachions que la sécurité, c'est la coproduction de la sécurité et nous avons l'obligation morale et l'obligation matérielle, physique de participer et de même d'évancer les FDS dans la production de la sécurité au Mali. D'accord. Monsieur Konaté, en quoi les comités consultatifs peuvent répondre aux soucis de l'efficacité du service public au Mali? Sur beaucoup de plans, ne serait-ce qu'avec l'échange d'informations, ces échanges d'informations aident beaucoup à la prise de décision. Et là, déjà, c'est vraiment beaucoup plus utile au fonctionnement du service public. Parce que la sécurité qui concerne tout le monde, mais même si l'acteur qui est chargé de mettre en œuvre, d'exécuter cette mission, et reste l'État, l'implication de tous est nécessaire. D'accord. Mon colonel-major, quels sont les principaux défis d'opérationnalisation de ces comités consultatifs? Je sais qu'il y a des difficultés à ce niveau. Bon, comme défi par rapport à la mise en œuvre des comités, à l'opérationnalisation des comités consultatifs de sécurité, je dirais qu'effectivement, le premier défi, c'était d'abord le défi sécuritaire. Parce que vu l'insécurité dans certaines régions, au jour d'aujourd'hui, on n'a pas pu pour le moment opérationnaliser le comité consultatif au sein de ces régions. Quand bien même que nous sommes en train de faire la RSS dans ces régions sans pour autant le savoir. Aujourd'hui, je prends un exemple simple, la région de Kidal. Alors, on est en train de dire, les forces de défense et de sécurité ont rejoint. Maintenant, faisons en sorte que l'enseignement puisse venir. Faisons en sorte que la santé puisse venir. Faisons en sorte que le ministère de l'Agriculture puisse venir. Alors, tout ça là, c'est pour concourir au bien-être du citoyen lambda de Kidal. Donc, voyez-vous que le comité consultatif de Kidal, s'il était en place, il allait jouer un rôle très, très, très déterminant, n'est-ce pas, par rapport à la coordination de ces actions. Alors, donc, comme défi toujours, je dirais aussi qu'effectivement, il faut vraiment le financement. Parce que la RSS, c'est une œuvre qui demande un financement assez conséquent. Donc, pour réunir les membres des comités consultatifs de façon mensuelle, il faut effectivement qu'il y ait au moins une certaine motivation. Surtout que s'il y a des déplacements à faire. Nous, la simulation que nous avons eu à faire dans les temps, nous sommes dit que le village au Mali le plus distant du chef-lieu de commune est peut-être à 50 km. Alors, si vous devez faire venir un chef de village mensuellement 50 km aller-retour, alors vraiment, il faut au moins lui assurer avec 5 000 francs le carburant. Peut-être qu'il faut aller vers le chef de village. Vous aurez plus de personnes et ressources sur place que de s'arrêter au chef de village seulement? Non, ça c'est prévu par les textes. Si vous regardez les textes de création, au niveau communal, effectivement, les chefs de village sont membres du comité consultatif. D'accord. Mais les textes, comme Koumba l'a dit, rendent souvent les choses difficiles. Sinon, le terrain est encore plus pratique quand même. Tout à fait, le terrain est plus pratique. Mais je n'en disconviens pas. Pour aller dans le même sens que vous, voyez-vous, c'est pourquoi quand elle disait que de façon timide, on a lancé que 38 au niveau communal, moi je dirais que c'est pas que, c'est beaucoup. C'est une phase expérimentale.
Déjà, au niveau régional, sur 20 régions du Mali, il y a 16 régions qui fonctionnent. C'est pas mal. Qui sont opérationnelles. Plus le district de Bamako. Plus le district de Bamako. D'accord. Alors, donc, quand on voit tout ça, on ne peut pas dire que le rythme est très faible. C'est intéressant, mais on va s'arrêter là. Le temps qui nous est imparti est arrivé. Merci. Donc, on va faire un dernier tour de table. Sur vos projections, ça ne va pas s'arrêter à 16 régions, à ce que je sache. Tout à fait. Voilà, ça va continuer comment? Tant que la sécurité y est, il n'y a pas de problème. On va installer pour les autres. D'accord. Oui. D'accord. Kumba, un dernier mot par rapport à tout cela? Oui, le dernier mot, c'est remercier l'ORTM et puis peut-être plaider aussi auprès du directeur de l'ORTM, M. Diombele. Si ce débat peut être d'une manière ou d'une autre ramassé en langue nationale, ça va vraiment nous faire plaisir. Donc, on demande cela à l'ORTM pour que... On est là pour ça. Oui, c'est fait pour les populations. Pourvu que ça soit demandé, il n'y a pas de souci. Oui, c'est fait pour les populations et si on ne fait pas dans nos différentes langues, je pense que là où on veut que ça atteigne, ça n'atteindra pas. Le français et aussi, la deuxième chose... le français aussi, pour te compléter, oui. Ça arrive à beaucoup de zones. On ne parle pas Bambara forcément. Non, le français c'est bien. Dans toutes les régions. C'est très bien le français. Mais dans nos langues encore, c'est encore mieux. Non, compléter. On ne peut pas se passer du français. Mais on doit ajouter. Et le deuxième plaidoyer, c'est à l'endroit des plus hautes autorités du Mali, particulièrement le Premier ministre, parce que c'est lui qui est l'instance suprême pour l'instant de la RSS, pour qu'on puisse voir vraiment ces textes-là. Parce que tout le temps qu'on parle de propositions, on nous dit « Ah, c'est les textes. » Les textes, c'est nous qui les avons écrits. Donc, il faut un peu de flexibilité. On ne peut pas faire la réforme du secteur de la sécurité sans être flexible. Donc, si c'est en forgeant qu'on devient forgeron, on est en train de pratiquer, on voit qu'il y a des possibilités d'amélioration, alors qu'on amende ces textes-là pour qu'on puisse vraiment... Et je vois qu'au niveau de la RSS, le général divisionnaire Koulibaly, il est très bien, nous l'aimons beaucoup, mais nous voulons qu'il soit secondé par une civile, si possible une femme. D'accord. Monsieur Konaté, pour boucler, quel est ce message du gouvernorat aujourd'hui, l'assurance avec le démarrage au niveau du district de Bamako? J'ai lancé un appel à toutes les populations du district de Bamako de s'impliquer davantage au niveau des conseils communaux de sécurité, de la réforme du secteur de la sécurité, pour mieux informer, mieux échanger les informations, pour que la sécurité de Bamako, qui est déjà vraiment très nette et améliorée, il n'y a pas de sécurité 100%, puisse davantage l'être. Que tout le monde s'implique, toutes les populations de Bamako, à travers les conseils communaux, où elles sont déjà représentées par toutes les couches sociales, et de faire parvenir leurs informations, leurs avis au niveau des différents conseils communaux qui remonteront ces informations au niveau du gouvernorat et que nous transmettons au niveau du commissariat à la réforme du secteur de la sécurité qui s'en chargera. Merci. Merci beaucoup. Merci pour tous ces éclairages. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous sommes donc au terme de ce débat sur le rôle des comités consultatifs dans la gouvernance inclusive de la sécurité. Un débat initié par le Centre pour la gouvernance du secteur de la sécurité Genève, DECAF, en collaboration avec l'ORTM, bien sûr, dans le cadre du projet de gouvernance du secteur de la sécurité 2021-2024, avec le soutien du Royaume des Pays-Bas et de la République fédérale d'Allemagne. Nos invités étaient donc Kumba Ba, elle est communicatrice, présidente du réseau des médias pour la gouvernance du secteur de la sécurité. Merci Kumba. Merci à vous. Colonel-major Philippe Sangaré, chef de la cellule défense de sécurité des relations internationales du commissariat à la réforme du secteur de la sécurité. Merci mon colonel-major. Merci beaucoup. Et enfin, Mangoro Konaté, conseiller aux affaires administratives et juridiques du gouverneur du district de Bamako. Nous espérons que vous avez eu un intérêt à nous suivre. Ce débat a été réalisé par Diakari Diakone qui signe son retour. Aridou Matina m'a aidé à la coordination. Merci de votre attention. Bonne suite de programme sur ORTM 1. Bonsoir.